Alors, il n'y a plus de mots-clés, c'est ça? Il n'y a plus de mots-clés. C'est dommage, moi j'en avais un très beau. C'était quoi? Anus. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue. Et ça tombe bien parce que c'est toujours un plaisir de les écouter. Aujourd'hui, on est en petit comité, c'est presque intimiste, avec Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. À la technique, remonté comme un coucou, l'œil sur le chrono et les oreilles en alerte. Bonjour Alain. Bonjour Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la SF. Impossible de passer à côté de cette sortie très attendue. On va parler de Dune. Dune, c'est d'abord un roman de Frank Herbert paru en 1965. On y suit le jeune Paul Atreides, héritier de la maison du même nom, et son arrivée sur la planète Arrakis. On est dans un futur lointain, en 10191 après la Guilde, et l'empereur Shaddam IV règne sur les milliers de planètes colonisées par l'homme. Arrakis, donc, est une planète tout à fait particulière. Dans son désert, on trouve la substance la plus précieuse du monde, l'épice. Sur cette terre hostile, au cœur d'enjeux politiques qui, pour l'instant, le dépassent, Paul va devoir sauver sa peau et embrasser le destin hors norme qui l'attend. Dans les années 70, Alejandro Jodorowsky est le premier à tenter une adaptation sur grand écran et il s'y casse les dents. Le projet colossal ne voit finalement pas le jour. En 84, David Lynch s'y frotte à son tour, mais il laisse des plumes. Malgré un budget de plus de 40 millions de dollars, le film est un échec critique et commercial. On en reparlera très certainement dans cet épisode. Aujourd'hui, Denis Villeneuve remet le couvert et forcément, tout le monde l'attend au tournant. Le projet est lancé à l'hiver 2016, quand Legendary Pictures récupère les droits d'adaptation du roman. Vu l'ampleur du récit, ce n'est pas un mais deux films qui sont prévus. Les scénaristes Eric Rost et John Spetz et Denis Villeneuve sur l'écriture. Le tournage débute en 2019 avec Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides. Il partage l'affiche avec Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling ou encore Zendaya. La pandémie Covid-2019 complique la post-production et contraint Warner Bros à repousser la sortie du film, initialement prévue pour novembre 2020. Finalement, Dune est dévoilé en avant-première mondiale à la Mostra de Venise le 3 septembre 2021 et débarque dans les salles françaises le 15 septembre, plus d'un mois avant la sortie américaine. Alors, la saison dernière, je finissais le récap en vous demandant votre mot-clé. Cette saison, Pyramide, c'est terminé, on va tenter autre chose. On va commencer par la fin. Julien, Stéphane. Dune, on va le voir au cinéma ? Mais il faut déjà le dire. Il faut déjà le dire. Mais j'aime pas donner... Si vous avez aimé Blade Runner 2049, allez le voir. D'accord. Moi, je dirais non. Voilà. Mais pas... Enfin... Si ce n'est que, bon, c'est quand même une vraie sortie en salle pour le coup, contrairement à tout ce qui est sorti ces 6-8 derniers mois. En fait, en France, ça sort vraiment, donc soutenir, on va dire, une sortie cinéma, c'est une chose. Avec ce film-là, ça me fait un peu chier. Voilà. Parfait. Et bien maintenant, vous allez nous expliquer tout ça en détail. Julien, t'as été un petit peu plus cryptique. Stéphane, je connais ton amour pour Denis Villeneuve. Je connais l'amour de Julien pour Denis Villeneuve aussi. Donc mais voilà, on a nos têtes, quoi, comme tout le monde dit. Bon. Comme on nous le reproche d'ailleurs. Hein. Non, écoute, je sais pas, moi, tout le monde dit que c'est bien et que c'est énorme et que ça va changer la face du space opéra. C'est que ça doit être vrai. Clémence, qui est à cette table, m'a dit il est bien. En sortant de la projo de lundi, je dénonce. Mais il faudra que tu nous expliques aussi ce que t'en penses, quoi, du coup, et quels sont tes arguments. Ça peut être intéressant, ça va ouvrir un peu le débat. Moi, je commencerai très basiquement, en fait, par prévenir les gens qui vont débourser de l'argent, en fait, pour aller voir le film.
Et parce qu'il faut que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. C'est-à-dire que si vous voulez voir, à mon sens en tout cas, un grand spectacle avec des effets spéciaux, des grosses scènes d'action, quelque chose qui va vraiment vous emporter visuellement, émotionnellement et tout, moi je pense pas que ce soit un bon investissement. Vous allez être déçus. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui, au niveau du pur spectacle, là je rentrerai un peu plus tard dans les détails et en essayant d'exposer des arguments qui se tiennent un petit peu plus étayé évidemment, mais disons qu'au niveau du spectacle, c'est un film qui est extrêmement pauvre, qui vous proposera pas plus en fait que ce que vous avez déjà vu dans la bande-annonce, avec en plus, alors, je ne sais pas si c'est dû à un problème de copie dans ce que j'ai vu ce matin à la salle Warner, ça me semble étonnant parce que c'était quand même une projection de presse, et les projections de presse, surtout à Warner, sont en général assez soignées. Mais en plus, une promesse non tenue par rapport à la bande-annonce. C'est-à-dire que j'ai pas revu la bande-annonce depuis que j'ai vu le film, mais il me semblait me souvenir que dans une des bandes-annonces, je crois que c'était la dernière, on voyait enfin le vert des sables, qui est une des grandes promesses visuelles en fait de Dune, assez bien. Et dans le film, moi, dans la copie que j'ai vue ce matin, elle était complètement pourrie en fait par des choix d'étalonnage très particuliers. C'est-à-dire que on avait accentué les contrastes à force, c'est hyper fort, tout était noyé dans une espèce de noir assez dégueulasse et avec beaucoup de grains, c'était vraiment désagréable, alors que dans la bande-annonce, il me semblait que c'était beaucoup plus clair. Voilà, et sachez aussi que c'est un film, alors ça s'assume comme ça parce que c'est nommé première partie, mais enfin pour moi ça c'est quand même un gros problème qui au niveau du final il y a un gros problème quoi. C'est-à-dire que le film se termine sur une scène d'action minuscule, un duel, je ne spoil rien en disant ça, mais c'est un duel entre deux personnages à l'arme blanche, filmé mais excessivement platement, c'est-à-dire en champ contre champ avec juste un changement de focale de temps en temps pour souligner en fait quelques moment de tension un peu plus fort et ça s'arrête là et t'as pas de promesse et voilà, c'est juste une espèce de teasing, ce qui pour un film de 2h30 est quand même très très problématique. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect on va dire hyper basique, bas du plafond en fait sur la critique. Après si je dois rentrer un peu plus dans le film, on parle là de deux choses. On parle d'un space opéra, ça c'est le premier élément, et ensuite on parle d'une adaptation du roman de SF. Je crois que ça reste le roman de SF, la saga la plus vendue en fait dans l'histoire de la science-fiction. Dune, c'est un film qui date de 1965. Un roman. Le livre, évidemment, hein, celui qui est adapté là. 1965, c'est l'année où, par exemple, pour vous donner un contexte, les Beatles, enfin John Lennon et Harrison, avaient goûté au LSD et sortaient l'album Rubber Soul. C'est un album important pour les Beatles. Je vais retomber sur mes pattes, hein. Je sais que j'ai l'air de partir à l'autre bout de la galaxie, mais Rubber Soul, c'est un roman important, un album important parce que c'est l'album en fait où les Beatles ils vont commencer à déstructurer ce qu'ils étaient en train de faire et où le LSD, je suis désolé si je semble faire l'apologie de la drogue, mais c'est important encore une fois pour Dune. Le LSD va ouvrir leur chakra, va leur ouvrir un tout nouveau champ d'expérimentation. Ils vont tester beaucoup de choses, ils vont déstructurer en fait la musique qu'ils faisaient jusqu'à présent et ils vont nous proposer les albums qu'on sait ensuite, ça va aboutir à Sgt Pepper, au White Album, enfin ce genre de choses. C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il se passait quelque chose à cette époque-là dans la culture pop. Frank Herbert, lui, de son côté, il parle de ça, c'est-à-dire qu'il parle de l'ouverture en fait de l'esprit. Et son roman travaille à ça, et de façon pas déguisée, c'est-à-dire que l'épice pour les lecteurs en fait de l'époque, c'est très clairement des produits psychotropes. Ça peut être du shit, enfin du tush, enfin des joints, du LSD. Lui en l'occurrence il prenait des champis, donc Frank Herbert et Lynch et Jodorowsky, ils avaient travaillé ça. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé on est sur un genre qui permet d'offrir aux spectateurs quelque chose qu'ils ne voient pas dans leur vie de tous les jours, quelque chose qui explose l'imagination, quelque chose qui t'ouvre les sens, qui te permet de te faire ressentir des choses qui ne sont pas là. Villeneuve, il fait l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne vraiment à Villeneuve, et ce que je ne peux pas lui pardonner en fait quand je vois un film comme Dune, c'est que c'est un mec qui joue, et il l'avait déjà fait avec son Blade Runner d'ailleurs, hein.
il joue la carte de la sécurité à tous les niveaux. C'est-à-dire que ces vaisseaux, ce sont des formes géométriques, c'est des parallélépipèdes ou alors c'est des sphères, avec un tout petit peu de travail de texture, avec 2-3 trucs et tout, mais ils sont pas étonnants, ces vaisseaux. Ils sont juste là. Le seul truc qui travaille, Villeneuve, c'est le gigantisme sur certains plans. Ça, il l'assume et il le fait. Mais en dehors de ça, c'est extrêmement pauvre. Tout ce qui est peuplade extraterrestre, on va dire, ou évolution de l'humain, ce qui est très très important aussi chez Frank Herbert. Hein. C'est déjà quelqu'un qui parlait du transhumanisme, c'est aussi quelqu'un qui parlait de l'évolution de l'humain, de comment ça peut impacter le physique, en fait, tout ça se limite à de discrètes petites prothèses, alors qu'ils ne vont choquer personne, parce qu'il ne prend aucun risque, mais qui ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire que c'est des prothèses en silicone, des transferts qui vont cacher les sourcils, qui vont faire des sourcils un peu plus gros, qui vont camoufler des oreilles, par exemple, sur certaines peuplades, et puis presque un truc fétichiste, mais je dis fétichiste, mais c'est mensonger, parce que fétichiste, ce serait une déviance, ça voudrait dire que c'est un peu exubérant, mais ça ne l'est pas, mais en tout cas, il y a un attachement un peu plus particulier, on va dire, au casque, en fait, que portent les personnages, et qui sont un peu plus, on va dire, exubérants, mais tout ça reste dans un truc, mais super monotone. Et ça va avec un autre choix plastique de Villeneuve, qui lui appartient entièrement, moi, auquel je ne souscris pas, mais qui lui appartient entièrement, qui est d'avoir une palette chromatique qui est extrêmement terne, en fait, finalement, qui va du grisonnant au jaune orangé, quoi, mais bon, ça s'arrête à peu près là, quoi, et qui est finalement, moi, je trouve extrêmement triste. C'est-à-dire que quand je vois Dune, en fait, mon problème, c'est que j'ai pas l'impression de voir un space opéra. J'ai l'impression de voir au mieux, et je dis bien au mieux, une espèce de best-of du magazine Géo. Donc moi, ça me fait pas voyager outre mesure. Enfin, j'attends autre chose d'un film qui m'annonce un space opéra, quoi. Je passerai évidemment la musique de Hans Zimmer. Alors la musique de Hans Zimmer, c'est pareil. On peut apprécier, et je suis parfois client de Hans Zimmer, hein, mais on peut apprécier le côté un peu expérimental de Hans Zimmer, le fait qu'il aille dans des choses un peu atonales, que parfois il oscille entre... il y a une dénégation chez Hans Zimmer d'une mélodie au profit de quelque chose qui appartiendrait plus à du sound design, avec un travail très fort sur les drones, etc. Là, moi, je trouve que Hans Zimmer... Il paraît que Hans Zimmer, c'est un gros fan de Dune de Frank Herbert, et il paraît qu'il a laissé Tenet de Christopher Nolan pour travailler sur ce film. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Enfin, je veux dire, c'est quoi sa musique pour Dune ? C'est aller chercher quelques chants, on va dire, qui évoquent de la musique tribale, ou en tout cas de la musique peut-être d'Amérique du Sud, enfin de la musique endémique d'Amérique du Sud ou de l'Afrique noire, ou alors des pays peut-être plus du Moyen-Orient, pour effectivement le mélanger avec ses drones habituels et tout. Je l'ai trouvé mais extrêmement peu inspiré. En tout, enfin... Pour terminer, ce qui est marrant, c'est que le parcours du personnage de Paul Atreides dans Dune, c'est aussi un parcours contre la peur. C'est aussi un parcours contre toutes les craintes en fait qu'on peut avoir pour appréhender le monde, l'embrasser, le faire sien, appréhender ce que notre psyché aussi peut réserver comme mystère, le faire sien et découvrir quelque chose qui dort en nous et qui peut éveiller au monde pour ouvrir de nouveaux pouvoirs. Dune de Villeneuve, moi quand je le vois, c'est un film pour moi qui artistiquement est pétri de peur en fait. C'est un film qui a peur en fait de faire une proposition étonnante, de faire une proposition qui désarçonne. C'est un film qui à mon avis va probablement à mon sens très mal vieillir, parce que il est sur des choses qui sont très très acquises mais qui sont finalement dans l'air du temps, avec des filtres. Je me souviens, c'est notre confrère et néanmoins ami Rafik qui parlait sur Premier Contact de filtres Instagram en fait, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça chez Villeneuve. C'est-à-dire il y a un truc dans la DA de préfabriquer. C'est-à-dire que quand il nous dit j'ai travaillé 1 an sur tel ou tel design, moi j'ai beaucoup de mal à le croire en fait. Ou alors c'est 1 an pour justement ramener à quelque chose qui va parler au plus petit dénominateur commun, quoi. Et tu as parlé tout à l'heure du film de David Lynch. Moi j'ai pas le fétiche sur le film de Jodorowsky pour le coup. Je pense que c'est très bien que ce film existe en tant que fantasme de cinéphile. Je pense que s'il avait réalisé le film, ça aurait été une toute autre sauce, quoi. Donc, je vais l'écarter, en fait, du truc. Et en plus, je trouve que c'est pas du jeu, parce que
Voilà, Il y a un t'avais documentaire Modus, qui en etc. parle. Ouais, Voilà, d'ailleurs. que très bien, et voilà. En Mais plus, tu peux pas comparer un film qui existe à un film qui qui n'existe pas. Mais par contre, si tu le compares au film de Lynch, le film de Lynch, c'est un film à problème, comme toutes les grosses productions de Laurentiis de cette époque-là, quand il se frottait aux super-productions. Et c'est un fan de Flash Gordon qui parle, quoi. Mais voilà, c'était des films qui étaient... c'était ni fait ni à faire hein, au niveau de la production, etc. C'est un film qui a manqué d'argent sur certains trucs, qui avait trop d'argent sur d'autres, enfin voilà. Mais par contre, c'est un film, quand il réussissait ses trucs, il y avait des choses incroyables sur les navigateurs, sur un truc tout con en fait, sur les costumes des Fremen. Je veux dire, le travail que Bob Ringwood il avait fait, aller rechercher par exemple ces images décorchées de Leonardo da Vinci pour les adapter à l'univers de la science-fiction, c'était un truc dingue et ça marchait, ça fonctionnait. Moi, les costumes des Fremen en fait dans le Dune de Villeneuve, à aucun moment je me dis je suis en train de regarder quelque chose qui vient d'une autre planète. À aucun moment. Je me dis, je suis en train de regarder un costume d'un mec qui va faire de la varap, en fait, dans les parcs nationaux américains, plus, quoi. Et encore. Ouais, des costumes de bédouins ou des trucs... C'est pas... Il n'y a pas de... C'est même pas gracieux, en fait, là-dedans, quoi. Voilà. Et alors, je terminerai là-dessus, c'est que moi, en plus... Là où vraiment le film m'agace, j'ai parlé déjà de ce côté déceptif sur le côté purement spectacle et purement plaisir en fait de spectateur. Là où le film m'agace, c'est que je trouve qu'il y a des vrais problèmes. Moi, j'ai un vrai problème avec Timothée Chalamet. Je trouve qu'il a pas du tout l'étoffe en fait pour incarner Paul Atreides. À aucun moment, ça marche au début. Je me dis c'est un petit mec et il le filme comme ça et c'est fait partie des quelques trucs en fait que j'aime bien dans le film. Il le filme comme un petit mec assez friable en fait, un peu fragile et tout. Je trouve qu'il va pas assez là-dedans. Il y a un côté d'ailleurs, moi j'ai vu ça, un côté un peu romantique du 19e. Enfin, tu penses, c'est tellement des clichés, mais tu penses au tableau de Friedrich là par exemple quand il regarde les vaisseaux en fait qui sont en train de sortir de l'océan comme ça. Mais c'est même ça c'est pas beau, enfin c'est pas bien cadré. Je l'ai pas vu en IMAX, peut-être qu'en IMAX c'est beaucoup plus joli, je ne sais pas. Mais après en fait je trouve que quand il s'agit de lui montrer, alors j'ai bien compris que c'est un messie en devenir, que c'est pas fini son parcours et tout, mais je trouve que ça marche pas. Enfin je veux dire pour moi je veux dire le charisme du personnage et de ce héros il reste à prouver. Et à côté de ça je trouve que Villeneuve, il se plante sur des trucs. Moi, c'est pas un cinéaste que j'aime beaucoup, hein, Villeneuve. Hein. Mais je trouve que, par exemple, dans son Sicario, au moins, t'avais une scène d'action qui se tenait au centre, quoi. Là, moi, j'en ai pas du tout, quoi. Et je trouve qu'il y a des scènes, mais alors, qui sont ratées. Il y a une scène en particulier qui m'a vraiment, vraiment gêné à tel point qu'à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est un remontage de studio, c'est pas possible. Alors je spoil, attention, mais bon, si vous avez vu le film de Lynch, puis si vous connaissez les romans, c'est pas un gros spoil. Mais la mort du duc de Leto, qui est monté en parallèle avec une scène dans la tente en fait et cette scène en fait la façon dont ce récit parallèle est conduit, mais c'est embarrassant quoi. À un moment je me suis dit mais c'est quoi ces sautes, et puis à la fin j'ai compris qu'en fait il essayait de te construire comme ça un truc en parallèle, une espèce de montée un peu dramatique en fait entre les deux et tout, mais moi enfin c'est ni fait ni à faire quoi. Et puis émotionnellement c'est mort. Mais voilà, il y a rien quoi, voilà. Donc pour moi énorme déception. Alors je suis hyper embêté parce que en fait quand je suis allé en projo là il y a deux gars en fait qui étaient en projo qui m'ont identifié comme faisant partie de notre groupe à Capture, qui m'ont dit Capture vous avez vos têtes, évidemment vous allez pas aimer et tout. Franchement et très honnêtement, je le dis pour tous ces gens en fait qui pensent ça de nous, parce que c'est aussi une façon facile d'invalider notre avis et les arguments qu'on peut vous présenter. Moi j'essaie de vous présenter des arguments, j'essaie de les étayer, de faire en sorte qu'ils tiennent la route et tout. Je ne demande qu'à aimer, moi, ces films-là. Et un film comme Dune, je ne demande qu'à l'aimer. Un film de SF, avec ces ambitions-là, adultes, qui brassent ces thématiques-là et tout, je ne demande qu'à l'aimer. Là, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Alors, Drop the mic. Ouais, drop the mic, parce que là, le truc, c'est que c'est vrai que t'as dit beaucoup de choses. Alors moi, je rajouterais, encore une fois, effectivement, on ne peut pas comparer un film qui existe à un film qui n'existe pas. Comme notamment tu vois, le Dune de Jodorowsky qui est effectivement un fantasme. Ceci, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que je connaissais pas, que j'ai vu ressortir là vraiment avec la sortie de celui-là. Il y a Charlotte Rampling en fait qui est dans le film, et elle devait
être dans le Dune de Jodo, et elle a raconté qu'en fait la raison pour laquelle elle voulait pas y être, c'est qu'en fait il y avait une scène avec 2000 extras, enfin figurants, 2000 figurants qui déféquaient en même temps. Et je me suis dit mais c'est génial, parce que ça c'est clairement pas dans le Villeneuve, hein. C'est que les choses soient claires, quoi, malgré le ver de terre qui ressemble quand même à un gros anus, quoi. Et d'ailleurs à tel point où tu te demandes s'il y a que lui qui le voit pas, en fait, Villeneuve, en fait. Non, ouais, moi le problème en fait que j'ai avec Villeneuve, je vais rebondir un peu sur ce que dit Julien, c'est que et l'analogie avec le LSD est très très pertinente, parce que effectivement en fait c'est un film qui dévitalise littéralement Dune. C'est-à-dire ce que Dune raconte, le fond de Dune. C'est-à-dire vraiment tout ce que c'est censé raconter, ça n'y est pas dans le film. Et la problématique en fait de faire un film qui est coupé en deux, c'est pas parce que t'écris Dune première partie au début que quand t'as pas écrit le scénar de cette manière-là, que ça fonctionne en fait. Et je pense que en fait les gens sont déroutés par le final, mais pour moi il aurait pu se finir avant, 20 minutes avant, 30 minutes après, ça aurait été littéralement pareil. Parce qu'il n'y a pas de construction en fait dramatique de personnages et on va dire au-delà de ce que t'as dans le roman, hein, on va dire de parcours héroïque du personnage de Paul Atreides, quoi. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est un film, c'est pas seulement que c'est un film terne et non spectaculaire en fait, parce que ça c'est vrai, mais c'est aussi un film en fait qui a tout le temps les mêmes valeurs de mise en scène. C'est aussi ça en fait le truc que moi personnellement je reproche à Villeneuve, c'est-à-dire que d'un certain côté il y a pas, enfin je veux dire, il fait une contre-plongée quand il lui tombe une dent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas du tout un seul moment où il va se dire tiens, je vais faire autre chose qu'un plan large, un plan serré, des longues focales. Et du coup, en fait, quand tu fonctionnes comme ça, ce qui est censé justement être spectaculaire ne l'est plus vraiment. En fait, tout est au même niveau. Pour moi, je le mets, et je déteste pas Christopher Nolan, mais je le mets vraiment 3 crans en dessous dans la même logique, en fait, c'est-à-dire de cinéma, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a un vrai problème avec le langage cinématographique. Alors, est-ce que c'est, comme le dit Julien, parce qu'il a peur en fait de prendre des risques, on va dire, de mise en scène, ce que par exemple Lynch n'avait aucun problème avec ça, et je me suis refait des bouts du coup ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de Lynch, je me suis refait des bouts de Lynch, et c'est pour aussi raté que le film puisse être, hein, et clairement dans la filmo de Lynch c'est clairement en dessous d'un Elephant Man, d'un Blue Velvet, tout ça, etc. Il y a des vrais moments perchés, des vraies idées de de baroque, des vrais trucs et tout que t'as littéralement pas là en fait. Mais c'est légitime, c'est ça qu'il faut répéter, quoi. Oui, et là la problématique en fait de ce film, c'est que si en fait l'épice c'est effectivement un psychotrope qui te permet de t'ouvrir l'esprit, et c'est pour ça d'ailleurs que les Fremen ont les yeux bleus, et enfin c'est ce qui n'est littéralement pas expliqué dans le Villeneuve en fait, si tu veux, c'est un peu si c'est dit, ouais, bon, ça va être une phrase, quoi, mais juste que ça prend pas de proportion en fait dans la narration, tout ce truc en fait, ça veut dire que là le Dune de Villeneuve c'est un verre d'eau à température ambiante, c'est ce que je dis, tu vois, c'est à dire qu'en gros il y a même pas un zeste de citron, il y a rien dans ton truc, c'est un verre d'eau à température, pas un verre d'eau frais en plein désert, hein, un verre d'eau à température ambiante, c'est à dire que t'as déjà l'impression d'avoir bouffé ce truc là ailleurs sans problème. Et autant si tu veux on l'a dit sur les Marvel, on l'a dit sur les trucs, mais finalement pour moi le fond du problème est exactement le même en fait. C'est-à-dire qu'en gros on est dans un déni total du langage cinématographique, mais qui pour le coup passe pour quelque chose d'absolument brillant. Le travail sonore du film, il est certainement très poussé, très profond et tout ce que tu veux, mais pour finalement les mêmes choses, c'est-à-dire faire péter tes basses, tu vois, sur ton sound system, quoi, tu vois, c'est un truc où tu vas le tester, tu vas dire, j'ai des bonnes basses là, tu vois, ça va, y a pas de problème, tu vois. Donc toute la musique elle fonctionne comme ça, les sons ils fonctionnent comme ça, quand Oscar Isaac il tape une gueulante ou je sais pas quoi, c'est pareil, tu vois, et t'as l'impression que tout est à peu près au même niveau, et au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire vraiment c'est de la même logique, c'est-à-dire que en gros c'est l'encéphalogramme plat. C'est aplati. Sauf que quand tu fais ça sur Sicario, quand tu fais ça sur sur je sais pas, Prisoners ou même son film là qui était horrible mais qui est assez fan apparemment, la Enemy, bon pourquoi pas, c'est-à-dire voilà, c'est ses petits trucs à lui, il fait ça dans son coin, mais là on parle de Dune, on parle de Blade Runner 2049, donc à un moment donné en fait c'est pour moi c'est exactement le même problème que quand je vois Brett Ratner en train d'adapter Dragon Rouge, c'est la même problématique, c'est-à-dire je me dis mais en fait t'as un mec qui a une somme de talent, c'est-à-dire des acteurs, des chefs-op, des musiciens, enfin peu importe, des sound designers, voilà, je mettrais son production designer de côté parce que
c'est un énorme problème pour moi, la production design chez Villeneuve, mais depuis toujours, mais là c'est flagrant. Et il a des talents énormes, mais en fait il en fait littéralement rien. La production design, c'est quoi ? La problématique de la production design dans Dune, c'est que moi j'arrive pas à faire la différence entre la maison Atreides, la maison Harkonnen. Bah non, parce que en fait, si tu veux, t'as deux. Il y a du beige et il y a du gris-noir. Ouais, enfin du beige où ? Parce que moi, c'est gris-noir partout dans le film. Et le truc, si tu veux, c'est que vraiment, il y a 2 salles en fait dans la maison Atreides, tu vois, il y a 2 pièces. Il y a le baron Harkonnen, c'est hilarant parce que il doit apparaître 5 fois dans le film. Les 5 fois il apparaît, il y en a 2 où en fait on fait une référence à comment il s'appelle. À Brando dans Apocalypse Now, et tu fais mais pourquoi ? Le perso il a rien à voir. Le baron Harkonnen, quand tu lis le livre et tout, il est dégueulasse. Il est littéralement dégueulasse. Il est pas charismatique, il est pas machin, il est dégueulasse. Et à tout prendre, il était un peu ridicule dans le Lynch. Moi, je trouvais qu'il ressemblait un peu à Coluche, toi, dans un fatsuit, quoi. Mais non, mais au moins, il avait un truc de vraiment malsain. C'est-à-dire, il y a une scène là où il attaque un gars qu'on lui ramène et tout, et c'est limite un viol en fait. Enfin, c'est un viol dans le truc quand tu le regardes comme ça. Mais là, t'as rien de tout ça. Là, tout ce que t'as, c'est il se frotte le crâne, chauve, tu vois. Et pour moi, en fait, ces problématiques-là, c'est que du coup, tu crées pas des persos, en fait, qui c'est-à-dire, en fait, sont littéralement tous interchangeables dans leur fonction. Quand t'as Duncan Idaho et l'autre, tu vois, le Josh Brolin, j'ai oublié son nom, le personnage. Les deux, ils ont la même fonction, littéralement, quand tu regardes le film, c'est hallucinant. Alors qu'ils ont pas la même fonction dans le roman. C'est là, en fait, où tu te retrouves avec des trucs où tu te dis, mais ils sont tous habillés pareil. Ils ont tous, en fait, ils ont tous le même enjeu. Ils courent tous derrière le même truc. On t'explique pas ce que c'est exactement cet enjeu-là. C'est-à-dire l'épice, si t'as pas lu le roman, si t'as pas vu les films de David Lynch, tu sais pas ce que c'est l'épice en vrai. Pourquoi ? Ils te le disent pas. Si, ils te le disent. Ils te disent une phrase. En fait, ce que je veux dire, c'est que t'as pas de séquence pour l'expliciter, t'as pas de truc, tu vois. Moi, je vais pas au cinéma pour qu'on me parle, en fait. Je vais au cinéma pour qu'on me montre. Donc le truc, si tu veux, c'est que, je veux dire, à un moment donné, quand tu regardes tous ces trucs-là, bah, à la fin, tu te dis, mais en fait, ce film, c'est presque pire en fait j'aurais préféré que ce soit raté parce qu'il aurait effectivement essayé des trucs. Je me dirais putain mais je trouve ça quand même nul à cause de ça. Alors est-ce que c'est parce que le mec il a pas le courage ? Moi je trouve qu'il faut quand même du courage pour s'attaquer à Dune à la base. Donc c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire si t'as le courage de faire ça, si tu te dis hey, j'ai les épaules, je peux le faire, tu vois, c'est que quelque part c'est pas une problématique de courage. Pour moi c'est une problématique de savoir-faire, de vraiment de savoir raconter. Et là, en fait, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que j'ai du mal à ce qu'on considère un mec comme Denis Villeneuve comme le futur du cinéma, quand le mec ne fait pas ce que moi j'appelle du cinéma. Alors justement, j'ai une question pour vous, parce que là, on a vos avis. Si on regarde globalement la critique, la majorité est très, très, très positive. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Mais toi, t'as bien aimé. Oui, mais alors moi, pour le coup... Non, mais ça peut être intéressant pour les auditeurs parce que tout bêtement, en fait, si tu veux, nous on arrive, on défonce le film et effectivement, il y a une part de nos auditeurs qui l'attendent à ça. Donc peut-être que toi, tu peux donner ce que t'as pensé au pour contraire, que eux, ils aient un point d'ancrage. Ok, alors moi, il faut que je replace le contexte et je vais faire mon coming out, mais c'est pas grave, j'assume. Dune, je n'ai pas vu le précédent et je n'ai pas lu le roman. Pour tout vous dire, j'ai commencé le roman avant d'aller voir le film. J'ai lu les premiers chapitres pour m'imprégner un petit peu de l'atmosphère. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire, donc c'était l'occasion. Et j'ai trouvé le film esthétiquement plaisant. J'ai trouvé les plans beaux, le côté très... ces plans larges avec ce côté très imposant à certains moments. Ok, ça marche. La façon dont le sable est filmé de manière générale, j'ai trouvé ça aussi très réussi. Après, j'entends tout à fait ce que vous dites, les reproches que vous faites. Et moi, j'en suis sortie en me disant, j'ai pas ressenti d'émotion. Alors qu'en lisant les premiers chapitres du livre, bah, j'en ai ressenti. Et typiquement, la première scène du bouquin, quand Paul Atreides met sa main dans la boîte et ressent toute la douleur... dans le film, ça ne rend absolument rien. Bah, évidemment. Et ça, pour le coup, c'est le seul point de comparaison que j'ai, du coup, mais ça, je l'ai ressenti. Mais après, je me demande, du coup, ce que va en penser le grand public qui n'est pas forcément familier avec l'univers d'Herbert. Et ça, pourquoi... j'en sais rien. C'est difficile à dire. Il y a un truc, il y a quand même pour moi des énigmes autour de Villeneuve. La première, c'est ça justement, c'est que, mais c'était le cas sur Blade Runner 2049. C'est-à-dire que moi, je crois me souvenir que le film avait été hyper bien accueilli avant qu'il sorte en salle, hein, et à tel point que moi, j'avais pas
moi j'étais encore ouvert si tu veux. Le problème c'est que sur les réalisateurs qui te déçoivent comme ça, plus ça va et moins tu vas avec de la foi. Enfin, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Je veux dire, on peut pas nous accuser là-dessus, tu vois. Et puis surtout, tout le monde, dans le sens si t'as un nouveau inverse, Kubrick qui sort, tout le monde va y aller avec beaucoup d'enthousiasme. Si t'as un nouveau Max Pécasse qui sort, tu vas te dire peut-être pas. Quoi. Et bon, puis, Max Pécasse, je sais pas pourquoi je sors ça. Indépendamment de ça, les gens qui nous reprocheraient à nous en fait de détester un cinéaste en fait sur la base de son travail sont les mêmes qui attendent le film et qui donc le considèrent déjà comme réussi avant même d'aller voir le film. Donc en fait, en gros, on se retrouve juste à l'autre bout du spectre, nous, c'est tout. Après, le truc sur Blade Runner 2049, et c'est là où il y avait déjà une première énigme pour moi, c'est que donc il y avait eu cet accueil-là, un vrai phénomène. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens que pour aller au Projo, faire les interviews, c'était une galère parce que tout le monde voulait en parler. Et on voit ce qui s'est passé au final. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas fonctionné du tout, quoi. Et alors, ça, il s'est planté au box-office et surtout là, le film il a 4 ans maintenant et j'ai l'impression que personne le cite en fait comme une référence. Ouais, c'est très rare en tout cas, il me semble, hein, tu vois, il me semble. Donc ça, moi, voilà. Après, je ne peux pas, je peux pas me mettre à la place des autres des autres journalistes en fait qui vont voir le film et qui l'aiment. Je ne sais pas. J'ai même pas lu de critique en fait, hein, à vrai dire. Donc je sais pas, je connais pas vraiment leurs arguments. Il faudrait peut-être que je me penche dessus, mais moi je juge le film en dehors de tout ça, hein. J'aimerais participer à la liesse générale, c'est désagréable si tu veux, mais voilà, je juge, voilà. Après, moi je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que moi cette notion de peur, en fait, ce que j'analyse comme de la peur chez Villeneuve, et qui aussi se manifeste par cette autre d'ailleurs curiosité dont je voulais parler, qui est il est hyper méticuleux en fait, Villeneuve. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert après la sortie de Blade Runner 2049 que il en était à demander à ses techniciens, enfin lui-même le faisait apparemment sur certains plans, notamment pour le final, compter le nombre de flocons en fait sur la veste de comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, Ryan Gosling, et il les effaçait les flocons ou ils en rajoutaient si c'était pas raccord d'un plan à un autre. Il c'est ce genre de cinéaste, hein, Villeneuve, quoi. Et ça crée une aura. Oui, voilà, en tout cas, bon, mais c'est un fait. Et puis on sait que voilà le travail qu'il y a eu sur la photo et sur les décors de Blade Runner 2049, que pour moi je ne voyais pas. C'est-à-dire que pour moi c'était pas payant, quoi, du tout. Et c'est vrai que il y a un truc qui marche pas, quoi, entre les deux. Il y a un truc où je me dis mais ce mec il bosse comme un fou. Encore une fois, il y a un design de malade et tout, mais où est le travail ? Où est le travail ? Je veux dire, à quel moment, par exemple, dans Dune, je serais bien en peine de te dire, j'ai adoré ce moment où il y a un tel mouvement de grue ou tel travelling. Je serais incapable de te dire ça parce que, effectivement, comme l'a dit Stéphane, je veux dire, on est tellement sur des trucs hyper balisés. Moi, j'ai l'impression que comment dire, c'est quelque part n'importe quel réal de Brett Ratner pourrait faire ça, tu vois. Je veux dire, j'exagère un petit peu, mais je veux dire c'est impersonnel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un truc comme ça chez Villeneuve. La seule personnalité qu'a ce mec-là, c'est ce côté impersonnel, cette faculté à tout niveler en fait. Et je pense qu'il y a ça, c'est une zone de confort. Il ne te dérange jamais. Mais je pense que, encore une fois, le projet Dune, et là pour le coup, moi je les ai lus, je les ai même étudiés en fac, ces romans-là. Frank Herbert, c'est un mec qui m'a vraiment intéressé et tout. Va à l'encontre totale de ça. C'est que si ça a eu ce leg et tout, c'est pas ça, Dune. Eh ben, je vais te dire, moi, d'avoir lu les premiers chapitres du roman et d'avoir vu le film après. Le film, bon, je sais pas ce que j'en retiendrai, mais ça m'a donné envie, par contraste, de lire la suite du roman pour profiter de ces émotions et découvrir cette histoire par écrit, en laissant vraiment mon imagination pouvoir développer les choses de manière ton imagination, à mon avis, profonde. vaut mieux que celle de Villeneuve, hein, parce que c'est sûr que ce que tu vois, voilà, et bon, juste pour faire compléter la réponse de Julien sur la réception générale, c'est très difficile de savoir ce que effectivement les gens en pensent. Maintenant, je pense qu'il y a l'idée que le non-goût, c'est-à-dire le côté impersonnel, donc le non-goût, on dira, ça peut passer pour du bon goût. Parce qu'en fait, tout bêtement, ça va. En fait, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de quelque chose en fait, qui te sort du film comme ça pourrait être le cas sur
par exemple, pour prendre des exemples de films de SF de ces dernières années qui ont vraiment posé problème, comme Jupiter Ascending. Et on peut reprocher plein de trucs à Jupiter Ascending, mais pas de pas être un film de SF. Alors que là, même s'il tentait une approche anthropologique qui pourrait être, comment dire, dans la logique d'Herbert, puisqu'il a abordé le roman comme ça à la base, bah c'est pareil, ça marche pas. Et Herbert, c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément, en tout cas qui a beaucoup développé les théories sur l'écologie, tout ça, etc. Ça ne ressort absolument pas dans le film. C'est hallucinant. Enfin, donc pour moi, littéralement, en fait, j'ai même pas l'impression. Je sais que ça raconte l'histoire de Dune. J'ai pas l'impression d'avoir vu Dune. Voilà. Steph parlait de Jupiter Ascending à juste titre, mais tu vois, pareil sur Avatar, quoi. C'est-à-dire que Avatar, il est j'ai envie de dire quelque part de bon goût, en tout cas chez les journalistes, souvent de dire c'est moche. Alors c'est toujours très compliqué, hein, la question de c'est moche et tout. Moi, je n'ai jamais dit que Dune c'est moche. C'est pas la question. Moi, je n'aime pas. Pour moi, c'est moche. Mais le problème, il est pas là. Hein. Le problème, il est ailleurs. Hein. Il est sur cette prise de risque et sur comment tu marques en fait le truc. Moi, j'ai pas envie de voir. Je pense pas que Dune ça se passe dans un bunker en béton en fait, quoi. Tu vois. Je pense pas à ça en fait. Et par contre, encore une fois, ce genre-là. Tout à chaque fois en fait c'est aussi ça va de pair en fait avec le genre, c'est une proposition formelle forte et moi là dans ce film la proposition formelle pour moi elle est réduite quasiment à néant, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est dur, hein. C'est pas rigolo, quoi, vraiment. C'est vrai que c'est pas un film qui on n'a pas fait de blagues, tout ça. Non, mais bon, c'est quand même un bon Valium, le film, hein. 2h35, voilà. Mais c'est marrant. Il y a un truc peut-être qu'on peut terminer aussi là-dessus, c'est que tu parlais tout à l'heure de comment il s'appelle le méchant, le Baron Harkonnen. Le Baron Harkonnen. Ouais. Et c'est les quelques moments où moi le film m'a fait un peu sourire. Je l'ai trouvé un peu ridicule, notamment quand il mange et tout. Et je me suis dit, pourquoi en fait ça m'a fait sourire en fait ces trucs-là. Je pense que c'est les moments où il est poussé dans ses derniers retranchements. C'est-à-dire que il a un personnage quand même, il peut pas échapper à ça en fait. Mais et là tu te rends compte qu'il sait pas le gérer. Et il y échappe quand même parce qu'encore une fois, en fait, si tu regardes comment le personnage est montré en vol, par exemple, il a honte. Voilà, il a honte, il le montre pas. T'as l'impression qu'il a honte de ça. Pareil, c'est vrai, hein. Quand la scène de la boîte justement avec le truc, c'est qu'elle est censée le contraindre en fait à venir dans la boîte, enfin mettre sa main dans la boîte, et en fait. C'est une scène dans le Lynch où ouvertement, si tu veux, tu sens que l'autre il joue ready exprès pour qui joue contre son gré, on va dire, qu'il agit contre son gré. Là, en fait, la scène, c'est un truc où il apparaît devant la nana, c'est ridicule. Tu te dis, mais à ce moment-là, le grand cinéaste avec un, tu vois, et je veux dire, il utilise le langage du cinéma pour essayer de faire fonctionner ça, et là pas du tout en fait. Le mec se dit bon bah je peux pas faire le truc que Lynch a fait, donc je vais faire mon truc à moi parce que c'est ridicule ce que Lynch a fait, mais sauf que ce qu'il fait aussi c'est tout autant ridicule, et ça veut dire qu'il n'accepte pas le fantastique, il n'accepte pas la SF, tu vois, c'est ça au bout d'un moment en fait, c'est-à-dire que ces renoncements là, c'est... Il sait pas rêver ce mec, voilà, en c'est fait. ça. Il sait pas, il arrive pas à rêver, quoi. Tu sais, c'est marrant aussi, hein, le travail de son de Lynch, tu compares le travail sur le son qui est hyper important et le travail sur le son en fait de Dune, je suis désolé, quoi, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout du même niveau, quoi. Bref, n'allez pas le voir. J'ai peut-être une explication sur ce. Alors, je pense que Denis Villeneuve est derrière ça, mais les studios aussi qui souhaitent ne pas se mouiller, qui ne veulent surtout pas, si jamais le 1 est un échec commercial, bon, le 2 n'aura pas lieu, mais qui, dans l'hypothèse où ça fonctionne, ont quand même l'idée d'un Duneverse complet, à la façon du MCU, avec une série qui a été annoncée pour parler de l'ordre des Bene Gesserit. Gesserit Bene Gesserit. Voilà, il y a quand même une volonté derrière aussi, peut-être, de transformer ça en produit plus lisse pour le grand public, à l'image de ce qu'ont fait d'autres studios. Je suis pas sûr que le studio, en tout cas, déjà c'est Legendary, donc c'est encore un truc, voilà, c'est un peu, c'est en dehors du système de Warner, je pense, dans la logique des choses. Mais après, au-delà de ça, je pense qu'un mec comme Villeneuve, justement, quand t'as fait Blade Runner, qui a coûté 250 patates, que tu te plantes et que tu refais ça. Tout en disant mais attendez, j'ai pas tourné la suite, mais je vous raconte que la moitié de l'histoire, donc en fait il y en aura une, hein, je vous le promets, tu vois, alors qu'il a pas forcément la street cred, en tout cas au box-office pour l'assurer. Je pense que s'il arrive à monter ça quand même,
c'est parce que c'est pas Cameron le mec, hein, faut avoir conscience de ça quand même, quoi. Il peut pas lancer 5 suites en même temps, quoi. S'il fait ça quand même, c'est qu'à mon avis il a quand même l'aval du studio vraiment. Et c'est quand même une prise de risque, voilà, pour le studio, un film comme ça. Voilà. Et surtout, encore une fois, son film il ressemble au précédent. Qui ressemble au précédent. C'est-à-dire, en fait, il ressemble à un film de Villeneuve. Et ça, pour le coup, si vous aimez Denis Villeneuve, il n'y a pas de problème, vous allez adorer Dune. Hein. Si vous aimez Denis Villeneuve, allez voir Dune. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Dune est sorti en salle ce 15 septembre. Une chose qui ne change pas, c'est notre répondeur. Petit rappel, si vous avez raté les épisodes précédents, le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on avait la chance de recevoir Yann Gozlan pour nous parler de son dernier film Boîte Noire. Côté équipe, on était plutôt emballés. Mais vous, très chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bien le bonjour à l'équipe Capture Mag. Petit message concernant donc le film Boîte Noire. Alors, je ne suis pas une grande fan de cinéma français. Du coup, je suis allée le voir après l'écoute de l'interview du réel par votre équipe. Et je ne regrette pas, puisqu'on a ici une belle mise en scène, un travail sonore qui rend le tout prenant, même très prenant. Du coup, Boîte Noire, c'est vraiment une vraie bonne surprise. Le seul petit bémol, qui reste quand même un vrai bémol, c'est le scénario. C'est assez grosse ficelle et sur le dernier acte, je trouve que ça vrille complètement. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de passer quand même un bon moment ciné, donc tout va bien. Voilà. Allez, bonne rentrée. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, Alain, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Petit rappel, si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous voulez nous soutenir, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine, cette fois-ci pour une sortie DVD Blu-ray. On parlera de Démonique, le nouveau film de Neil Blomkamp. Salut!